Alors, le 5 juin 2015 fut tenue au Palais des droits de l'homme à Strasbourg une importante conférence qui avait pour thème la Cour européenne des droits de l'homme et le droit international général. Et l'après-midi de la conférence était notamment consacré à l'analyse de la jurisprudence de la Cour faisant usage de toute autre source de droit international que les traités. Donc il fut question des coutumes, des principes généraux du droit, des pratiques subséquentes, des précédents issus de juridictions tierces, et il fut aussi question de soft law. En l'occurrence, le thème de la Cour européenne des droits de l'homme et de la soft law avait été pris en charge brillamment par la juge allemande Angelika Nusberger. Et le titre de sa contribution, que je reprends ici, le titre de sa contribution est tout à fait évocateur, je le traduis de manière un peu libre. Le hard law ou le soft law, est-ce que vraiment ça fait la différence? Est-ce que vraiment c'est important de le distinguer? Alors, mesdames et messieurs, si je vous raconte tout ça, si je vous rappelle tout ça, ce n'est pas pour vous dire que tout a déjà été dit et puis me rasseoir d'un air satisfait avec le sentiment du devoir accompli. Non, l'université de Grenoble n'en aurait pas vraiment pour son argent, mais si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer simplement le caractère a priori étonnant et déstabilisant de certaines des interrogations qui surviennent aujourd'hui dans la bouche de juges à la Cour européenne des droits de l'homme. Peut-on en effet vraiment hésiter réellement un seul instant sur la pertinence de la distinction entre le hard law et le soft law dans la jurisprudence de la Cour? Eh bien oui. La pratique qui consiste pour la Cour européenne des droits de l'homme à nourrir son interprétation de la Convention de toute une série de sources externes. Par source externe, je vais entendre toute source normative qui n'est pas la Convention elle-même. Cette pratique, donc, est une pratique ancienne, et Sandrine l'a rappelé, elle a donné lieu à un arrêt de principe dans l'affaire d'Emir et Baïkara. Et depuis lors, la pratique se poursuit jusqu'à en devenir presque routinière. Alors, dans certains cas, on a l'impression que l'apport de l'instrument de soft law va commander de facto, de part en part, l'interprétation de la disposition conventionnelle en jeu. Dans certains cas, on a l'impression qu'une distinction réelle, une distinction un peu épaisse entre le hard law et le soft law est complètement anéantie. Anéantie non seulement dans la catégorie des sources externes à la Convention elle-même, telle recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe acquiert dans le raisonnement un poids tout aussi important qu'un traité du Conseil de l'Europe qui aurait été parallèlement ratifié par les parties. Donc, anéantissement dans la catégorie des sources externes elles-mêmes, mais même anéantissement dans les relations entre ces sources externes et la Convention. On a parfois l'impression que telle ou telle disposition de la Convention, alors je vais utiliser des termes très provocateurs, que telle disposition de la Convention devient un peu le relais docile et servile des messages normatifs véhiculés par des instruments soft. La Convention devient une espèce de digiaphone juridique qui amplifie les voix soft sans jamais les filtrer ni rien retirer de leur message. Ce phénomène s'observe notamment dans tout le contentieux pénitentiaire qui est très généreusement nourri des apports des règles pénitentiaires européennes ou des standards du CPT. Cet constat peut être également fait en matière de droit électoral où on a parfois l'impression que la Commission de Venise et son code de bonne conduite en matière électorale sont une espèce d'interprétation authentique de l'article 3 du premier protocole additionnel. Je renvoie notamment à l'arrêt Grossaru contre Roumanie à propos du système de la vérification des pouvoirs. Sur un plan plus ponctuel, d'autres exemples se présentent. On y a fait allusion hier à l'arrêt Lambert contre France et au poids important, à la place importante qui fut réservée dans cet arrêt, aux fins d'interprétation de l'article 2 de la Convention, à ce guide sur le processus décisionnel relatif aux traitements médicaux dans les situations de fin de vie issus du Comité européen de la bioéthique. On peut toujours, au rayon des idées semblables, renvoyer un arrêt Winterstein contre France qui concernait l'obligation de relogement des gens du voyage expulsés et les manquements de la France en la matière. Cet arrêt a été très abondamment nourri et abreuvé d'un cocktail soft
en ce compris de référence très importante à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux qui avait épinglé la France sur ce thème-là. Idem dans une affaire Sestaro contre l'Italie à propos des événements de Gênes et de l'obligation pour l'Italie, au titre de l'article 46 de la Convention, d'adopter une loi qui va réprimer pénalement de manière effective les traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est le dispositif de la Cour, et dans son dispositif, la Cour fait observer en toute fin que l'obligation qu'elle fait s'inscrit dans la prolongation des recommandations formulées depuis 20 ans par le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, par le Comité contre la torture des Nations Unies et par le CPT. Dans tous ces cas, il y a donc des échanges très fluides entre le soft environnant et le hard conventionnel. Dans d'autres cas, ces échanges sont nettement moins fluides. Dans certains cas, l'instrument soft va peser sur le raisonnement de la Cour, mais pas suffisamment pour faire pencher la balance. Je prends l'exemple de l'arrêt SAS contre France à propos de la loi française qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Cette loi avait été condamné par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Cette condamnation n'a pas été traduite par la Cour européenne des droits de l'homme par un constat d'inconventionnalité. La Cour européenne des droits de l'homme exprime, sur base de cette condamnation, une préoccupation. Mais une préoccupation, ce n'est pas une condamnation. De même, dans l'arrêt RMT contre le Royaume-Uni, on voit la jurisprudence et du Comité européen des droits sociaux et des organes de surveillance de l'OIT peser sur l'interprétation conventionnelle, mais jusqu'à un certain point et pas plus loin. En l'occurrence, ces organes avaient estimé que le droit de mener des grèves de solidarité était une facette du droit de grève. La Cour européenne des droits de l'homme dit dans son arrêt qu'elle suit cette conclusion-là. L'article 11 qui consacre le droit de grève inclut le droit de faire des grèves de solidarité. Fluidité au niveau de l'interprétation, mais la Cour ne va pas plus loin. Elle dit « ça n'est pas parce que le Comité européen des droits sociaux et les comités de l'OIT ont condamné la législation britannique qui interdit totalement le droit de faire des grèves de solidarité, que moi, Cour européenne des droits de l'homme, je dois, dans cette affaire-ci, condamner le Royaume-Uni qui a pratiqué une telle interdiction. Donc il y a un certain poids, mais nettement plus mesuré. Et dans certains cas, enfin, là, on a l'impression d'une étanchéité totale et l'échange des fluides ne se fait plus. Dans les décisions que la Cour européenne des droits de l'homme a rendues à propos des mesures d'austérité portugaises ou des mesures d'austérité grecques, pour finalement les estimer conformes à la Convention, on ne trouve pas d'allusion, même pas une allusion, à la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux qui, quant à lui, avait estimé que ces mesures n'étaient pas conformes aux engagements européens des États qui les avaient prises. Idem dans la jurisprudence que la Cour européenne des droits de l'homme a développée à propos du port des signes convictionnels en milieu scolaire. La loi française de mars 2004 a été validée par la Cour européenne des droits de l'homme dans 6 décisions de recevabilité du 30 juin 2009, sans mention explicite des points de vue onusiens qui existaient à l'époque et qui n'étaient pas vraiment convergents. Pour la petite histoire, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a tout aussi été sourd à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme quand, quant à lui, il a condamné la même loi française en 2013. Mais donc là, on voit qu'il n'y a plus du tout de fluidité de l'échange entre l'environnement soft et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. On a donc affaire à une pratique qui est une pratique complexe et qui, a priori, pourrait manquer d'une certaine lisibilité, en sorte qu'on peut dire que 8 ans après Demir et Baïkara, les choses ne sont pas encore totalement devenues routinières. Il y a encore des questions qui se posent. La première question qui se pose, c'est quel est le fondement de cette pratique? Quelle est sa justification? Et la deuxième question, qui est corrélée à celle du fondement et de la justification, c'est quelle est la méthode à mettre en œuvre pour donner à cette pratique de l'objectivité, pour pouvoir expliquer que dans certains cas, les fluides sont parfaitement échangés, que dans d'autres cas, les poids sont allégés, et que dans un troisième cas, les cloisons sont relativement étanches. Alors je vais m'attarder sur ces deux questions-là en faisant fond sur des réflexions communes que l'on a déjà eues avec Françoise Tulkens et Frédéric Krenk, que je salue l'un et l'autre au passage.
Alors, pour ce qui concerne le fondement et la justification, mais on voit aujourd'hui encore la permanence d'un certain débat au sein de la Cour européenne des droits de l'homme elle-même. D'un côté, il y a une série d'opinions formulées de manière très très explicite, notamment par le juge Pinto de Albuquerque, dont je cite une opinion séparée dans l'affaire Campeanu contre la Roumanie. Il dit ceci: sans préjudice des dogmes de l'interprétation systémique des traités, je ne pense pas que l'on puisse établir des limites rigides entre le droit international des droits de l'homme et le reste du droit international. Et j'estime donc que les mêmes méthodes d'interprétation peuvent être appliquées dans les deux domaines du droit international. L'une des conséquences pratiques de ce postulat est que je suis favorable à une fertilisation croisée, nous y sommes, entre les instruments soft et la jurisprudence des juridictions internationales et organes de surveillance. Les juridictions internationales, dit-il, ne sont pas des petits empires isolés comme les juges Pelompa et Brazza l'ont dit dans leur opinion concordante jointe à l'arrêt Alatsani contre le Royaume-Uni. Et le juge Pinto poursuit encore dans une autre opinion séparée, jointe cette fois-ci à un arrêt Tautkus contre la Lituanie. Il dit ceci: la Convention doit être interprétée en prenant en considération non seulement les autres traités relatifs aux droits de l'homme, mais aussi les instruments hard ou soft qui ont un lien avec ceux-ci, et en particulier le système de protection des droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans lequel ces instruments s'insèrent, ainsi que le prévoit l'article 31, paragraphe 3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Ça, c'est un côté, une forme d'expression des opinions au sein de la Cour. À l'autre bout, il y a l'opinion dissidente qui a été jointe par le juge Wojciech à l'arrêt RMT contre Royaume-Uni du 8 avril 2014, donc celui sur les grèves de solidarité, opinion qui remet en cause de manière assez frontale, assez catégorique, assez fondamentale tout le raisonnement de la Cour depuis l'arrêt d'Emir et Baïkara. Et entre les deux, il y a des positions plus nuancées qui affirment que les instruments soft peuvent avoir un impact sur le raisonnement de la Cour, mais qu'il doit s'agir d'un impact modeste et mesuré parce qu'il s'agit d'instruments soft. Ce fut notamment le cas à propos des standards du CPT dans une opinion séparée jointe par les juges Keller et Popovic à un arrêt Rivera contre Suisse. Il est dit ceci: il s'agit donc, s'agissant des standards du CPT, il s'agit de recommandations relevant de la soft law et non pas d'obligations internationales contraignantes. Fin de citation. Alors que penser de tout ça? Mais dans l'arrêt d'Emir et Baïkara et par la suite, la Cour européenne des droits de l'homme a elle-même assigné deux fondements à sa pratique. Le premier fondement qu'elle a assigné et qui a été répété par l'arrêt RMT, le premier fondement, ce serait l'article 31, paragraphe 3c de la Convention de Vienne sur le droit des traités, l'obligation d'interpréter les traités à la lumière de leur contexte en prenant en compte, en même temps que ce concept, toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre parties. Et donc, la pratique de référence aux sources externes en général et aux sources externes soft en particulier reposerait sur cette disposition de la Convention de Vienne, sur cette obligation, puisqu'il s'agit bien d'une obligation. Alors, cette présentation-là, doit-elle emporter totalement l'adhésion? J'y ai déjà fait allusion hier. Je ne pense pas. Pour toute une série de raisons. Il y a certes des controverses dans la doctrine sur l'interprétation de cet article 31, paragraphe 3c, mais même dans les positions les plus en pointe, on ne trouvera pas une possibilité d'asseoir de part en part, de manière certaine, toute la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme sur cette disposition conventionnelle. Il y a des choses qui débordent visiblement. Et notamment en matière de soft law, je n'irai pas plus loin, la pratique là déborde un peu ce que permet la Convention de Vienne. La Convention de Vienne parle quand même de règles pertinentes de droit international. Et quand la Convention de Vienne dit ça, elle vise les sources formelles du droit international classique de l'article 38 du statut de la Cour internationale de justice. Le soft law n'en fait pas partie. Il y a donc là quelque chose qui ne relève pas de l'application textuelle de la Convention de Vienne, peut-être de l'esprit, mais pas de la lettre en tout cas. C'est sans doute l'autre fondement mis en avant par la Cour européenne des droits de l'homme qui devrait être mis en avant, et celui-là devrait être un peu mis de côté parce que ça me semble trop fragile, et l'opinion dissidente du juge Wojciech le montre quand même de manière assez claire. L'autre fondement qui est mis en avant, c'est celui de l'interprétation consensuelle et de l'interprétation évolutive.
tout cet environnement normatif de la Convention, qu'il soit hard, qu'il soit soft, est porteur d'indications sur un consensus européen possible sur les questions en litige. Et donc, d'une certaine manière, tous ces instruments, hard et soft, interviennent avec une fonction probatoire, de démonstration de l'existence de ce consensus, de son étendue, de son épaisseur et de sa solidité. Et c'est dans cette perspective-là que la différence entre le hard et le soft est sans doute moins importante, parce qu'on n'utilise pas ces instruments comme des règles de droit qui lient la Cour européenne des droits de l'homme, mais comme des démonstrateurs d'un consensus à l'aune duquel la Cour européenne des droits de l'homme peut travailler. Il y a là une alchimie qui permet, à mon avis, une dynamique des fluides beaucoup plus importante. Alors je pense que c'est dans cette direction-là qu'on a de meilleures chances de défendre la pratique, en tout cas, puisque j'en suis un défenseur, je pense que c'est une meilleure voie. Mais la difficulté se déplace quand même, parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a peut-être un fondement plus solide, mais il reste encore la question de savoir comment on va objectiver cette pratique. Comment va-t-on déterminer la valeur probatoire de toutes ces indications-là par rapport au consensus européen? Comment va-t-on déterminer le poids de toutes ces sources? Alors sur cette question-là, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé relativement clairement dans un arrêt Tanase contre la Roumanie qu'elle était maître du jeu, que c'est à elle qui l'incombait de définir les sources pertinentes et le poids qu'il convient de leur reconnaître. C'était à propos, en l'occurrence, des lignes directrices de la Commission de Venise en matière électorale. Alors, fort bien, c'est la compétence de la compétence, mais il faut pouvoir s'en expliquer, parce que sinon, c'est l'objection du cherry picking. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Il faut des explications. Alors aujourd'hui, le défi, à mon avis, est celui de la méthode, c'est-à-dire des moyens de justifier ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas dans ce genre d'affaires. Alors, il n'y a pas encore de méthode qui ait été formalisée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a quand même des éléments que l'on peut glaner de ci, de là, et qui, en ajoutant un tout petit peu de spéculation, pourraient former les jalons d'une première méthode. Alors, une première proposition que je formulerai en la matière, c'est celle qui consiste à dire que c'est à la Cour européenne des droits de l'homme de soulever l'existence des instruments pertinents, selon elle, pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme, même si les parties, même si les tiers intervenants ne le font pas. Curia novit iura, la Cour doit avoir l'initiative en la matière, sortir de l'environnement normatif les éléments qui n'ont pas été évoqués par les parties. Du moment qu'on respecte le principe du contradictoire, ça ne doit pas poser problème. Deuxième proposition, si les instruments de soft sont destinés à être la preuve d'un consensus entre États européens, mais c'est important tout d'abord de voir quelle est la proximité de ces instruments par rapport aux États. Si ces instruments sont issus d'organes de représentation politique des États, forcément, ils ont plus la vocation que d'autres à exprimer le consensus de ces États. C'est ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme attache elle-même explicitement un poids particulier à ce que dit le comité des ministres du Conseil de l'Europe ou l'Assemblée parlementaire. C'est tout à fait légitime, ce sont les organes de représentation politique de ceux dont on cherche à savoir s'ils ont un consensus sur la question. Et c'est sans doute plus légitime de prendre d'abord ça en considération par rapport au soft law des experts, même les experts créés par décision publique comme la Commission de Venise, et a fortiori par rapport aux experts privés, style des professeurs d'université distingués qui se rassemblent à l'issue d'une conférence pour faire des déclarations de principe sur ceci ou cela, comme le principe de Syracuse ou les principes de Maastricht. Je ne veux pas dire que ça n'a aucun poids, mais lorsqu'il s'agit d'arbitrer les éventuelles divergences, le soft law politique me semble a priori plus légitime. Il faut par ailleurs être attentif aux instruments qui révèlent vraiment un consensus. Si l'instrument est adopté à l'unanimité, comme théoriquement les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe peuvent l'être, alors ils expriment fortement le consensus et ont vocation à avoir un poids important dans le raisonnement de la Cour, en tout cas plus important que s'il s'agit d'instruments style une résolution de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui n'a été adoptée qu'à une faible majorité avec un taux d'abstentionnisme le jour du vote important. C'est un peu
au fond, la retraduction de ce que dit la Cour internationale de justice lorsqu'elle s'interroge sur la capacité d'une résolution de l'Assemblée parlementaire des Nations Unies à former une coutume et à être déclarative d'une opinio iuris. Il faut voir combien de votes favorables ont été émis, qui s'est abstenu, ça peut être pertinent. Le consensus, c'est celui des États européens. C'est vers le droit du Conseil de l'Europe, c'est ce que dit Athanase, c'est vers le droit du Conseil de l'Europe qu'il faut se tourner pour savoir quel est le consensus européen. S'il y a des dissonances par rapport aux approches européennes dans, par exemple, le système interaméricain ou africain, auquel la Cour européenne des droits de l'homme se réfère de temps en temps, mais je pense que, sans eurocentrisme aucun, il faut faire droit d'abord au droit du Conseil de l'Europe, puisque ce sont les États européens qui sont concernés. De même, il y a tout intérêt à se référer au soft law nouveau plutôt qu'au soft law ancien lorsqu'il y a une divergence. Alors, dans l'arrêt RMT contre le Royaume-Uni, la Cour européenne des droits de l'homme a ajouté un élément supplémentaire, c'est le niveau d'abstraction du contrôle exercé. La Cour dit, le Comité européen des droits sociaux, les comités de l'OIT ont dit que l'interdiction totale des grèves de solidarité par le Royaume-Uni n'était pas conforme à la liberté syndicale, mais moi, dit la Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis pas lié par cette conclusion parce que mon contrôle est différent. Je ne fais pas un contrôle abstrait de la législation, je fais un contrôle concret de son application dans un cas d'espèce. Voilà ce qui peut amenuiser le poids de cette jurisprudence soft sur mon propre raisonnement. Alors ça, c'est un raisonnement qui a été contesté en doctrine, notamment parce qu'il faut constater que de temps en temps, le contrôle de la Cour européenne des droits de l'homme est tout aussi abstrait que celui des organes style Comité européen des droits sociaux. Et enfin, dernier élément qu'on peut mettre en avant, c'est l'idée d'une preuve par l'effectivité. L'instrument de soft law aura d'autant plus de poids si la norme qu'il véhicule est déjà largement appliquée par les États. L'analyse de droit comparé national est évidemment complémentaire. Voilà les enjeux de la méthode. Je vois Monsieur le Président qui me regarde avec un sourire. Comment ? On y est. Donc voilà les enjeux un peu d'une méthode, mais qui est à construire pour l'instant. Ce sont ici deux, trois idées qui sont parfois des enfoncements de portes ouvertes caractérisés avec des mots et des métaphores, mais c'est quand même des enfoncements de portes ouvertes. Et donc, il y a quand même un enjeu important à cette méthode et à la transparence. C'est d'abord un enjeu politique. Parfois, les États font délibérément le choix du soft parce qu'ils ne veulent pas s'engager de manière hard. Les deux assemblées européennes, Parlement européen et Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, vers 2004, avaient toutes les deux milité via des résolutions pour l'élaboration d'une charte pénitentiaire européenne, un véritable traité européen sur les prisons. Les États ont pris en considération cette suggestion et ne l'ont pas suivie. Ils ont choisi de moderniser les règles pénitentiaires européennes, la version soft. Quand la Cour européenne des droits de l'homme utilise ces règles pour interpréter la Convention européenne des droits de l'homme, elle squeeze un tout petit peu le consentement des États. Il y a une corde évidemment un peu sensible là-dessus. Il ne faut sans doute pas trop tirer dessus, ou en tout cas, il faut le faire de manière assez transparente et prévisible. Et ce disant, je ne me fais pas l'apologue de la souveraineté étatique et le grand défenseur des États. Je pense que le développement du droit des droits de l'homme a tout à gagner aussi à ne pas voir les États commencer à devenir timorés dans l'élaboration du soft law, soit de plus en élaborer, soit en faire du tiède, parce qu'ils auraient à redouter que la Cour européenne des droits de l'homme le resserve très chaud dans ses arrêts. Et donc je pense que s'il y a un peu de transparence, on va éviter l'inhibition de cette source quand même très souple de développement des droits de l'homme en parallèle des instruments conventionnels lourds et caractérisés par des compromis difficiles. Et enfin, le dernier enjeu, je pense que c'est un enjeu pédagogique. Il y a été fait allusion hier par Stéphane. Les juges nationaux sont encore relativement réticents dans l'usage du soft law. La Cour d'appel de Douai dit mais non, ces recommandations du CPT, c'est pas du droit, donc moi je ne prends pas en considération ça. Alors le raisonnement est à vrai dire un peu court, parce qu'on pourrait dire à cette juridiction-là, et moi c'est ce que je dis au sein du Conseil d'État, on dit mais on ne vous demande pas de prendre en considération les recommandations comme telles. Vous devez prendre en considération la Convention européenne des droits de l'homme telle que la Cour européenne des droits de l'homme va l'interpréter. C'est tout le fondement de l'autorité de choses interprétées. Et donc vous avez tout intérêt à utiliser les mêmes sources externes que ce que la Cour européenne des droits de l'homme fera un jour. Anticiper son interprétation, utiliser les recommandations comme la Cour le fera elle-même
si l'affaire est portée devant elle. Alors tout ce travail d'anticipation et d'imitation est possible, est souhaitable, mais il ne sera possible que si le modèle à imiter, le modèle à anticiper est quant à lui suffisamment transparent pour convaincre un juge national que dans telle affaire, effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme utiliserait les lignes directrices de la Commission de Venise en matière de culte ou de contentieux électoral, utiliserait les standards du CPT pour juger telle situation de surpopulation carcérale. Et avec ça, j'en ai fini. Merci.